Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Et nous sommes déjà là pour décortiquer l'actualité de la semaine, la situation à Kinshasa, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans ce magazine. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Marcelin Bilumba, qui nous vient du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès social. Vous êtes secrétaire national. Bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla. Alors, comment allez-vous? Un plaisir de vous retrouver presque une année après sur ce plateau de Info 7. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je sais que vous avez souvent des questions qui percutent. Non, ça va aller aujourd'hui. Alors, les préparatifs ont déjà commencé au parti présidentiel. La voie est déjà bien balisée pour le congrès tant attendu. Vous êtes à quel niveau aujourd'hui? En tout cas, on est presque, je dirais, à la fin. Presque à la fin déjà. Presque à la fin des travaux préparatoires pour la tenue du tout premier congrès de l'UDPS au pouvoir. Le tout premier congrès. De l'UDPS au pouvoir. Au deuxième mandat de l'UDPS. Au deuxième mandat présidentiel, nous allons tenir bientôt notre premier congrès, c'est-à-dire avec le parti au pouvoir, qui aura lieu du 10 au 14 décembre. Ah, déjà le 10. Le 10. Dans quelques semaines. Dans quelques Alors, semaines. qu'est-ce qui a manqué au parti au pouvoir pendant toute cette période? Parce que le congrès, c'est quand même l'un des plus grands rendez-vous d'un parti politique. Oui, c'est les grands forums, les grands organes de tout parti politique où les gens se rencontrent pour, je dirais, dessiner le futur. C'est dire d'abord des vérités en face. C'est dire des vérités, faire le bilan de la situation qui prévalait avant, je dirais, la prise du pouvoir. La prise du pouvoir et maintenant se projeter pour le futur. Et ça, c'est important. Un congrès, c'est le lieu par excellence où on va définir les grandes orientations, les résolutions pour nous projeter l'UDPS dans les 10-15 ans à venir. Alors pourquoi vous ne l'aviez jamais fait? L'UDPS ne manque pas de l'argent pour le faire, l'UDPS ne manque pas d'hommes pour le faire. Il y a un temps pour tout. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, est arrivé au pouvoir en 2018. Je ne reviens pas sur les péripéties. Il y a eu beaucoup de choses. On a connu vraiment des moments extrêmement difficiles. Je ne reviens pas là-dessus parce que je ne suis pas ici pour me lamenter. Et il fallait, en tout cas, à un moment donné, trouver le temps de réunir, en tout cas, les organes statutaires, les délégués appelés au Congrès pour redessiner un peu, je dirais, les choses, pour nous projeter que deviendrait l'UDPS dans les 15-20 ans à venir. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Alors maintenant, c'est une paix qui règne au sein du parti présidentiel après des tensions qui ont énervé même certains Congolais entre Augustin Kabouya et Déo Bizibou. Les deux camps regardent désormais dans une même direction, mais on signale toujours des tensions. Est-ce qu'avant le congrès, c'est parti déjà pour une autre tension? Bon, il ne faudrait Après pas... cette lettre qu'on a lue dans les réseaux sociaux, signée par Déo Bizibou. Il ne faudrait pas résumer l'UDPS en deux personnalités, Déo Bizibou et Augustin Kabouya. Non. L'UDPS, c'est un grand parti politique. Les deux représentaient un camp. L'UDPS, c'est un grand parti politique qui est né de cendres, qui est né des martyrs du sang. De ceux qui ont créé l'UDPS, ce n'est pas Déo Bizibou, ce n'est pas Augustin Kabouya. Et je peux vous dire que qui connaissait Déo Bizibou et qui connaissait Augustin Kabouya en 2018, si demain on dit que c'est Madame Noëlla à qui on remet le flambeau pour diriger l'UDPS, vous serez connu à ce moment-là au même niveau que Déo Bizibou et Augustin Kabouya. Donc, ne résumons pas la situation entre les deux personnalités. C'était une vitalité politique.
c'est tout à fait démocratique. Mais qui semble n'avoir pas tourné la page. C'est tout à fait normal. L'UDPS n'est pas un parti politique comme les autres. L'UDPS, il n'y a pas un maître à penser qui vienne vous dicter des choses et puis nous sommes là pour dire Amen. L'UDPS, on discute. L'UDPS, dans sa forme, dans le fonctionnement, a une forme d'une pyramide renversée. La base a un mot à dire. Et quand on s'entête à ne pas suivre ce que dit la base finit, encore aujourd'hui? La base finit par vous déboulonner. Et donc, ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. Quand on ne respecte pas les textes, ben, il y a un combat entre nous. L'UDPS n'épargne pas ces mandataires qui sont au niveau du gouvernement, qui sont dans des portefeuilles, qui sont dans des responsabilités à tous les niveaux. C'est ça justement l'esprit de l'UDPS. Nous voulons de la qualité, nous voulons montrer les valeurs, nous n'acceptons pas les anti-valeurs. C'est ça qui fait que ça donne l'impression qu'il y a l'imbroglio, qu'il y a les désordres. En réalité, ce n'est pas les désordres, on s'exprime. Jusqu'à ce jour, l'UDPS n'accepte pas toujours les anti-valeurs? Nous n'acceptons pas les anti-valeurs. Ah, est-ce vrai? Lorsqu'on entend les noms de certaines personnalités identifiées du parti au pouvoir, cités dans des détournements, cités dans autant de choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il y a 30 ans en arrière, on n'avait pas la vitesse de circulation de l'information avec des moteurs de recherche comme nous le vivons aujourd'hui. Il faut se méfier très souvent des réseaux sociaux. Moi-même qui vous parle, peut-être qu'on entrera dans le détail, j'ai été victime plusieurs fois des détournements. Victime ou c'était vrai? Non, victime dans les médisances, dans la manière que les gens présentaient. Vous voyez? Mais il faut laisser aux instances judiciaires de l'éprouver. Il ne suffit pas simplement qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dit quelque chose, le met dans les réseaux sociaux pour que ça devienne vérité. Jusqu'à ce que le juge puisse se prononcer sur un cas, on est censé être, je dirais, innocent. Et donc, c'est facile de dire que oui, les noms de tel et tel est vilipendé. Et c'est pour autant que le juge a dit que voilà, dans tel cas, telle personne a été jugée et condamnée. Non. Donc, faisons la part des choses. L'UDPS continuera toujours dans sa manière de fonctionner. Quand ça ne va pas, on dénonce. Et c'est vrai que le congrès qui aura lieu du 10 au 14 n'est pas venu comme ça par un hasard. C'est suite, c'est vrai, à des malentendus, à des dysfonctionnements à l'interne. Ce n'est pas le lieu pour moi, la télévision, de venir déballer cela. Le plus important, nous irons au congrès. On va définir les choses après les congrès. Pourquoi ces congrès? Nous voulons reconstruire et rebâtir l'UDPS dans un nouvel esprit. Et en sortant de là, on veut avoir les nécessaires avec un nouveau leader éclairé, visionnaire, qui va gérer le parti au quotidien afin que l'UDPS puisse continuer à jouer son rôle et puisse, je dirais, encadrer les grandes lignes du peuple d'abord, ce qu'on n'a pas pu faire complètement parce que l'UDPS n'a pas géré seul, a géré avec une coalition des autres, mais c'est pas pour autant... C'est l'UDPS qui portera le chapeau. Hein. Il portera le chapeau, alors qu'en réalité, il n'a pas eu malheureusement les manettes à gérer seul. À gérer seul, on gère avec les autres, nous sommes en coalition. Alors avant de prendre ce premier dossier, Marcelin Bilumba, quel est le bilan de l'UDPS aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a des voix qui estiment que même le slogan « Le peuple d'abord » n'a plus tout son sens. Bon, c'est très facile de résumer que ça n'a pas de sens, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu faire à 100%. On ne pourra pas faire en 100% dans un tantinet de temps, à peine 7 ans, non. Mais je peux relever quand même des points phares, n'est-ce pas? Quand on dit le peuple d'abord, c'est quoi le peuple d'abord?
Le peuple d'abord. Dites-nous. Le peuple d'abord, nous voulons quoi? Nous voulons une participation citoyenne dans la gestion de la chose publique sur l'étendue du territoire national. Donc, il faudrait qu'on ait effectivement des assemblées au niveau des municipalités. Malheureusement, ça peine un peu à se réveiller. Le pays est très vaste. On a eu des élections municipales dans des communes, dans des villes, mais on ne les a pas eues dans les territoires. Alors que les Congos, ce n'est pas Kinshasa. Les Congos, c'est quand même les 145 territoires. C'est des vastes étendues de terres, n'est-ce pas? Alors, il faudrait organiser des assemblées au niveau de tous les territoires. Ça permettrait au peuple de participer. Les desiderata du peuple doivent être pris en compte. Que veut le peuple? Ils sont éloignés dans des grandes villes. Ils veulent quoi? Ils veulent peut-être qu'on ait des routes et des dessertes agricoles pour permettre aux paysans de couler leurs marchandises dans les grands centres de consommation, n'est-ce pas? Donc, cette participation citoyenne voudrait dire quoi? On doit écouter le peuple à travers leurs représentants. Depuis les bas niveaux, on remonte aux assemblées provinciales et évidemment, au plus haut niveau, c'est l'Assemblée nationale. Donc, il y a du travail à faire. Deuxièmement, je peux dire, c'est là où peut-être le président a essayé déjà à le faire avec deux programmes que je pourrais peut-être citer sans entrer en détail. La deuxième chose, ce serait promouvoir ce que moi, je pourrais dire l'économie de la vie. L'économie de la vie veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer de soutenir tous les projets tendant à rendre la vie facile à nos concitoyens. Et ça reste toujours un rêve? Non. Ça commence toujours par un rêve et ça se matérialise par des programmes et des projets précis. Oui, Félix Tshisekedi, on parle depuis le premier mandat. On peut citer les cas de la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas? Ça a permis à récupérer, n'est-ce pas, des millions d'enfants qui erraient dans la nature parce que les parents n'étaient pas capables de les envoyer vers les écoles. Entre-temps, le ventre reste toujours affamé. Certes, il va falloir améliorer les conditions d'accueil des enfants dans les différentes écoles. C'est comme ça qu'on a le programme de 145 territoires pour ériger des écoles de gauche à droite. Et deuxièmement, le programme présidentiel sur la gratuité de la maternité. Il y a eu des modèles qui ont commencé dans certaines provinces avant que ça n'aille dans toutes les autres provinces de la République. Ne serait-ce que ces deux exemples-là, ça prouve à suffisance le souci du président de pouvoir effectivement soutenir l'idée de l'économie de la vie, c'est-à-dire des métiers, des activités qui peuvent permettre à tout un chacun, où qu'il soit, territoire éloigné ou pas, qu'il puisse accéder au minimum de la vie. Entre-temps, le ventre reste affamé. Ben, le ventre reste affamé parce qu'il y a aussi effectivement le programme sur le plan alimentaire. Il va falloir travailler pour éviter qu'on puisse être dépendant de l'étranger. On doit réduire nos importations pour que nous soyons à même de produire nous-mêmes. Nous avons plus de 80 millions de terres arables, d'hectares de terres arables. Pourquoi nous devrions importer à manger alors que nous pouvons construire des infrastructures pour que nous soyons à mesure de le faire? On le fait déjà avec le service national, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut que ça couvre le territoire national. Au-delà de ça. Mais ce sont des réalités que l'UDPS connaissait avant d'arriver au pouvoir. Oui, très bien. On a l'impression que la situation reste la même. Vous savez, Madame Noëlla, ce n'est pas en espace de 7 ans qu'on peut récupérer la situation qui était, je dirais, vraiment négative. On était à 20 points en dessous de zéro. Et quand on remonte à 1 point au-dessus de zéro, vous êtes en train de dire c'est un effort considérable. Vous remontez la situation, c'est ça? La situation était catastrophique. Et effectivement, ce qui se fait, ça peut paraître insignifiant, mais en réalité, il y a des efforts qui sont faits. Il faut continuer à le faire. Le politique n'est pas là pour se plaindre. Le politique est là pour apporter des solutions
afin que ça puisse, je dirais, améliorer le vécu des quotidiens. Alors, mesdames, messieurs, place à présent à ces premiers dossiers de notre rendez-vous de la semaine. La journée mondiale des toilettes n'a rien d'anecdotique. Elle est le miroir d'une réalité crue. Plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes sûres et parmi elles, des millions de Congolais. Dans les quartiers populaires de Kinshasa, à Goma, à Mbuji-Mayi ou encore en milieu rural, les latrines de fortune, des fosses à ciel ouvert ou l'absence totale des structures sanitaires expose les populations à des maladies évitables comme le choléra, la typhoïde ou les parasitoses. Au-delà de la santé, l'absence de toilettes est une atteinte directe à la dignité, en particulier pour les femmes et les enfants. Comment parler d'éducation des filles lorsque l'absence de toilettes les pousse à abandonner l'école ? Comment prétendre lutter contre les violences basées sur les genres quand des femmes sont obligées de se soulager la nuit dans des zones non sécurisées? Le défi est immense, mais il ne sera relevé que si l'accès à l'assainissement devient une priorité politique au même titre que l'eau et l'électricité. Il ne s'agit pas de luxe, mais d'un droit fondamental. En ces jours de la journée mondiale de toilettes, la République démocratique du Congo ne doit pas seulement commémorer, elle doit s'engager concrètement pour garantir à chaque citoyen un lieu sûr où faire ses besoins. Parce que la dignité commence aussi aux toilettes. La ville de Kinshasa connaîtra dans les semaines à venir la rareté des légumes, feuilles et fruits. L'alerte du président de la coopérative des maraîchers Les Verts d'Nsanga, Massamba Kiwatwala Migen, indique que c'est la conséquence des pluies récentes qui n'ont pas épargné le jardin logeant la rivière Nsanga. Alors, première conséquence, c'est la crise de côte na biso maloni. Deuxième conséquence, Namboka, bon sentu rareté. Il y a légumes, feuilles et fruits dans le marché. Parce que les gens même et où tu as plateau de Bateke, et où tu as Congo central, mais bien sûr, on a vu que Kinshasa a produit mingi koleka et il y a meilleure qualité que la qualité on a donc na sûr ba konzi ba sentir déjà et si tu vas dire sentir en rareté parce que karaté mu kama tembele ya munene zaki na 1000 francs mais ndenge comme réduit et comme réduit dans le marché. Alors rareté zali ko ya légumes ce qui sans moyens pour faire face aux dégâts causés par les eaux de pluie et les débordements des eaux de la rivière Nsanga, le numéro 1 de maraîchers et les Verts du site agricole de Nsanga dénonce l'indifférence des autorités. Et biso Nsanga awa et si na beleli ko yebisa ba ninga baloni tozo ba disposition chacun pour protéger nos espaces parce que na andi to commune yango. Ce n'est pas seulement ville qui chasse monter comme en Anzala pour nous en ndunda ya kolia mais biso mona na banda kuna biso parce que bandi déjà parce que tout ça ndoko kolia te ezana ba maraîcher mususu ba utu na bango ba matériel aratoire ba salelaka et dindi na c'est parce que banda ko ezate place mamsu bana banda ko bomba te ba tsaka na ba finika ngo kana bilanga sable ndenge ekundi ememi yango ekundi yango donc bazangi yango pana ba konzi eza regrettable tout ça ko ceinture vraiment apporter agriculture baza ko prôner na minoko ko bana minoko priorité des priorités mais biso tozana kati agriculture toza ko mona priorité des priorités. Les autorités de la ville-province sont appelées à intervenir urgemment pour sauver les économies de plusieurs ménages qui dépendent de ce site agricole et éviter la rareté des légumes qui se fait déjà sentir. Tous à disposition kirage arrivé en Tsanga pour na priorité pour na biso et puis l'étantier érosif na ba quartier résidentiel où est entouré biso. Nous kawana na ba quartier zali comme na biso mote ezali kambo ya ba autorité urbaine ville à Kinshasa et pourquoi pas gouvernement central. C'est ici la revanche du sol sur le sous-sol prôné par le président de la République doit trouver tout son sens. Alors aujourd'hui, quand on voit le visage de Marcelin Bilumba, les Congolais se souviennent directement au procès 100 jours. Marcelin Bilumba réapparaît sur le plateau de Info 7 avec une bonne mine. Donc vous avez eu le temps de consommer cet argent que vous aviez détourné, selon certains.
observateurs. Ça, j'aime bien votre façon de poser des questions. Mais je n'étais qu'un conseiller. Un conseiller ne gère pas. Qui pouvait influencer à gauche, à droite, comme Non, vous l'aviez fait dans le Kasaï oriental. Non, pas du tout. Vous savez, c'est l'homme qui fait la fonction. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme. On a l'impression que c'est la fonction qui fait l'homme. Non, c'est l'homme qui fait la fonction. Et que Marcelin Bilomba avait profité de cette casquette, cette force en tant que membre du parti au pouvoir pour influencer, c'est faire des millions, ça ne vient pas de moi, mais certains observateurs l'ont affirmé. Et regardez, il y a les magistrats qui m'écoutent. Je serais content que les magistrats se saisissent. Je peux vous le dire déjà. Les magistrats étaient saisis de ces dossiers. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient vu. Et j'ai été au tribunal, plutôt au parquet, je veux dire, auditionné et tout, et les dossiers classés sans suite, c'était de faux bruits. Un conseiller ne gère pas. Mais un conseiller intelligent, il conseille son chef. Il dit, voilà ce que nous pouvons faire. Et vous l'aviez fait en son temps? Je suis en train de vous relater justement des choses que les gens n'avaient pas saisies. Okay. Voilà comment il fallait travailler pour la province du Kasaï oriental, qui est la province du chef de l'État. C'est tout à fait normal. Le chef de l'État s'occupe du territoire national. Il y a eu des changements, quand même, des transformations à travers les différentes provinces. Il n'y a pas que le Kasaï oriental. Prenons le Kasaï oriental. Mbujimaï 2018, c'était un village. 2018, Mbujimaï est un village. C'était un village. Je dis bien un village. Quelle affirmation? Non, c'est ma province. Ok. C'était un village. Pas d'infrastructure, pas de routes. Il faut dire qu'avant 2018, il y en avait quand même, mais en 2018, c'était détruit. Okay. Complètement. Et l'idée, c'était quoi? Reconstruire, faire des projets sur le Kasaï oriental. Je les cite sans entrer en détail. Les infrastructures légères, les écoles, les hôpitaux. Après, on monte un peu de gamme. Les ports de Ndomba, qu'il fallait l'ériger pour désenclaver la province du Kasaï oriental. Les champs photovoltaïques de Chipuka pour produire 10 MW. La route reliant Mbujimaï à Kananga, 188 km, n'est-ce pas? Avec ça, on a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et le Caire, en Égypte. Parlons de projets mineurs. Nous avons choisi FPI comme la fiduciaire du projet, donc pour financer le projet. Ah, mais le FPI, c'était bien la voie qui vous a permis à encaisser autant de millions. Non, écoutez très bien. Allez-y. FPI est un compte spécial de la République. C'est un compte spécial qui gravite autour du trésor public, avec un conseil d'administration et un conseil de gestion. Et donc, les projets du président de la République, on demande le financement des FPI. Notre rôle était de simplement superviser, nous rendre compte que les acteurs choisis pour travailler sur place font leur travail. Et si le travail est fait, et ils sont payés sur travail rendu, et à ce moment-là, FPI décaisse. Donc c'est ça le rôle, vous n'avez pas touché à l'argent? Mais on ne touchait pas à l'argent parce que ce n'était pas notre rôle. Et les gens n'avaient pas compris. Et comme les Congolais ne comprennent pas, et comme ils sont souvent manipulés par des politiciens qui pensaient que ce que nous faisions dans les Kasaï oriental, c'était une façon pour nous de nous propulser et qu'on allait les remplacer, et c'était la colère. Vous avez été accusé injustement. Et c'était la colère des politiciens, que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas faire leur publicité, et se sont mis en coalition contre vous, contre moi, avec d'autres politiciens qui m'en voulaient pour mon franc-parler. J'ai toujours mon franc-parler. Je pense que je n'ai pas ma langue dans la poche. Et je sais qui. La brigade numérique a fait son travail. Mais dans le lot, on a vu certains membres du parti au pouvoir, de votre parti. La brigade numérique de certains partis politiques
Ils ont pris l'élan et ça fait qu'ils ont fait du bruit. Mais aujourd'hui, je rigole. Ah, pourquoi? Vous rigolez pourquoi? Je rigole parce que Mbujimayi est embelli. Oui, on a vu Mbujimayi des est transformé. Il y a des infrastructures routières. Alors, ça veut dire quoi, Madame Noëlla? C'est-à-dire? Donc, j'ai vomi l'argent que j'avais volé. Peut-être qu'après que la justice ait fait son travail, vous allez retourner l'argent. C'est trop facile. Des journalistes comme vous qui claronnez que, voilà, il a volé de l'argent. On a vu autant de plateaux spéciaux. Et ces journalistes ont perdu la langue. Alors, moi, je deviens journaliste, puisque je parle. Ces journalistes ont perdu la langue. Donc, c'est très facile d'accuser les gens. Mais si vous accusez celui qui travaille dans l'honnêteté, avec un plan que vous n'avez... Marcelin Bilomba travaille dans l'honnêteté. Ah bon? Et j'étais dans un plan qu'il ne pouvait pas comprendre ce plan. Ah, c'était ça peut-être le plus important. Je n'étais pas dans un plan traditionnel où l'argent sortait du trésor public. Quand l'argent sort du trésor public, il est dégrené. Ah, comme l'avait affirmé haut et fort Nicolas Kazadi, qui avait dit quand il y a l'argent, on commence d'abord par se partager et puis après on va... Non, je ne suis pas Nicolas Kazadi, je suis Marcelin Bilomba. Non, je rappelle seulement, il l'avait dit, non, Nicolas moi, Kazadi de votre famille politique. Moi je dis que quand on sort l'argent du trésor public, on sort 1 million, sachez que ça va arriver 350 000. Oui, mais ce n'est pas différent de ce qu'il avait dit. Non, je dis que moi, j'avais suggéré qu'on travaille avec FPI parce que c'est facile. Dans la chaîne des dépenses avec FPI, c'est facile. Quand je dis FPI, tel prestataire a fait son travail. Mon collègue, il est toujours conseiller principal aux infrastructures, valide les travaux qui sont faits sur le terrain. Il donne les quitus. Et à ce moment-là, j'ai contresigne pour dire, vous devriez payer le prestataire. À ce moment-là, j'en fais mon problème. Je dis, FPI, vous devez payer le prestataire. Et je peux vous dire, Madame Noëlla, tous les prestataires qui ont travaillé sur Mbujimayi, je ne les connais pas. Vous êtes sérieux? Vous êtes sincère? Je l'ai dit, je suis devant la télévision, je pense. Vous ne connaissez même pas une seule personne? D'abord, ce n'est pas moi qui les ai choisis, c'était les gouvernorats. Je ne les ai jamais suivis pour demander une rétrocommission. Ça, je peux vous le dire. C'est comme ça que je sors la tête haute avec les épaules larges. Mais ça ne vient que de vous. Mais dans l'opinion, vous avez une autre dans l'opinion, c'était les politiciens qui voulaient ma tête. L'homme des 15 points, l'homme de détournement, non, mais ils m'ont pas eu. L'homme de... Vaut mieux qu'on vous attaque, mais qu'on ne vous prenne pas la main dans le sac. Alors, vous avez dit tantôt que les conseillers principaux qui étaient là, jusqu'à ce jour, il est toujours à la présidence. Oui. Pourquoi Marcelin Bilomba, qui se présente aujourd'hui sur ce plateau comme un homme intègre, lui est parti? C'est pas parce que le président avait compris que là, il ne m'aide pas. Non, pas forcément. Alors. Dans la politique, il y a beaucoup de choses. Ça ne sert à rien. Je ne viens pas me lamenter. Non, vous ne vous lamentez pas. Si je pose cette question, parce que vous avez été accusé, mais aujourd'hui, on voit le visage que présente le Kasaï oriental. J'ai été accusé à tort. Et faites passer les micro-baladeurs auprès des Kasaïens de Mbujimayi. Qui est Marcelin Bilomba? On va vous répondre. Moi, je ne les réponds pas. On va vous répondre. Mais aujourd'hui, je pardonne tous ces journalistes qui ont fait des tcha-tcha-tcha. Vous pardonnez? Je les pardonne. Ils ne savaient pas que j'ai amené une logique qu'on peut travailler sans voler, on peut faire travailler des prestataires et ces prestataires sont payés. Je dis bien, ils sont payés. Ça, c'est une logique que Marcelin Bilomba C'est une logique, c'est une rigueur que j'ai amenée et ça fâchait certains députés provinciaux qui pensaient que c'était l'occasion de distribuer de l'argent. Je leur dis, j'en ai pas à distribuer. Mais par contre, j'ai influencé FPI, par exemple, à payer le gouvernorat, à payer l'église catholique à Mbujimayi, Monseigneur Kassanda. Bernard Kassanda. Je fais acheter 2 jeeps pour l'église et pour le gouvernorat. Ah bon? Et on a convenu avec le feu DG FPI que j'admirais beaucoup, Kitebi,
l'ancien DG, il est décédé. Il fut tout dernièrement ici député national. Il payait un montant, je ne cite pas les montants, chaque mois à l'église catholique et au gouvernorat pour surveiller les travaux, pour s'assurer qu'ils avaient mis des unités pour contrôler ce qui se passait sur le terrain. Le gouvernement du Kassai oriental devait contrôler tout ce qui c'est pour vous dire que j'ai les mains blanches dans l'histoire. Maboko Pembe. Et c'est pourquoi j'ai dit, je pardonne les journalistes qui ont véhiculé de fausses informations, qu'ils aient le courage de dire qu'on s'était trompé. Alors, aujourd'hui, quels sont les sentiments qui vous animent? J'ose croire que vous avez participé à cette cérémonie d'inauguration de ces infrastructures. Madame Noëlla, je suis fier d'aller en Mbuji-Mayi. J'ai érigé une bâtisse en Mbuji-Mayi. Ah oui, j'ai érigé une bâtisse en Mbuji-Mayi. C'est là où je prendrai ma retraite. Ok. Oui. Mbuji-Mayi, dans les villages. Mbuji-Mayi. C'est là où je prendrai ma retraite. Je suis originaire de Miabi, à quelques 80 km de Mbuji-Mayi. Et je suis fier aujourd'hui. Je ne l'aurais pas fait avant parce que c'était un village. Mais j'estime que j'ai accompagné le chef de l'État dans son travail de relancer, de rénover et puis de bâtir un Congo nouveau. Je l'ai fait en tout cas dans une certaine mesure dans ma province qui est le Kassai oriental. J'en ai fait autant ailleurs, ce n'est pas ça l'objet de notre discussion. Et donc je suis fier aujourd'hui que Mbuji-Mayi ressemble à une ville. J'ai l'habitude d'aller à Lubumbashi, n'est-ce pas? Quand je vois Lubumbashi, je me renseigne, ah ici c'est tel député, ici c'est tel Louchois, X, Y, Z, mais malheureusement, beaucoup de nos frères kassaïens n'ont pas encore compris qu'ils doivent aussi construire chez eux. Moi, quand je vais à Mbuji-Mayi, je ne suis pas à l'hôtel. Vous êtes chez vous? Je suis chez moi. Et je peux loger autant. Voilà. Et je suis fier de ça. Alors, si on comprend bien, Marcelin Bilumba n'est pas venu en politique, n'était pas au pouvoir pour s'enrichir, comme aujourd'hui certains observateurs qui identifient certains membres du parti présidentiel comme de nouveaux riches. Bon, vous savez, Madame Noëlla, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ça ne veut pas dire que manger à l'hôtel, c'est voler. Je ne parle pas des autres. Moi, je ne sais pas faire avec détail, décrire ce que font les autres. En tout cas, moi, je ne suis pas venu en politique pour voler. J'ai fait 3 ans aux côtés du chef de l'État comme son conseiller senior. J'ai été 6 mois, j'ai battu les records en termes de durée, hein, 6 mois, vous voyez. 6 mois. Comme DG à la Sonaïdroc, et je peux vous dire, il n'y a aucun dossier qu'on peut dire que monsieur a falsifié. Alors, quand vous parlez de Sonaïdroc, permettez-moi de poser cette question. Lorsque vous étiez là, il y avait quand même un mouvement, on entendait parler de Marcelin Bilumba à gauche, matin, midi, soir. Est-ce que vous avez mis mal à l'aise les gens là-bas qu'aujourd'hui, il y a une crise qui s'est fait sentir dans cette entreprise? Loin de là. Loin de là, je n'ai fait que 6 mois. Oui, 6 mois. On a senti ces côtés Sonaïdroc. En 6 mois, j'ai posé des actes de sorte que j'ai donné de l'espoir aux travailleurs de la Sonaïdroc, des braves dames et hommes, n'est-ce pas? Et j'ai redonné du courage aux gens de revenir dans le travail. J'ai payé les retraités. En 6 mois, j'ai payé les retraités. On va se rappeler que vous avez payé des retraités. J'ai payé 3 mois de salaire d'arriéré à chaque travailleur. Bon, il a plu au président de me remplacer. Je ne me plains pas. Mais je sais que ma présence simplement en tant que DG de Sonaïdroc, les choses avaient bougé. Avaient bougé. Et ça gênait certaines personnes. Alors,
Marcelin Bilomba était à la présidence, les choses ont bougé à Mbujimaï. On voit aujourd'hui, c'est l'image que présente la ville, la province du Kasaï oriental, précisément la ville de Mbujimaï. Marcelin Bilomba est passé était là à cette entreprise Sonaïdroc, les choses ont bougé. Vous semblez bien faire les choses, mais aujourd'hui, Marcelin Bilomba est mis à l'écart. Les gens estiment que c'est parce que vous êtes la personne qu'il ne faut pas aux côtés du président de la République, alors que nous voyons certaines personnes aussitôt quitter d'un poste, ils sont nommés ambassadeurs, ils sont nommés quelque part. On dirait le jour et la nuit dans ce que vous dites et la réalité. Bon, là vous allez poser la question au chef de l'État. Parce que le président n'a cessé de dire qu'il a besoin de bonnes personnes pour matérialiser sa vision. Si Marcelin Bilomba est une bonne personne, pourquoi écoutez, Madame Noëlla, si les choses ont bougé en Mbujimaï, ce n'était pas moi, c'était le président de la République. Moi, je n'étais qu'un véhicule. Oui, mais à travers vous. Oui, non, c'était le président de la République. Mais moi, je n'étais qu'un véhicule pour matérialiser les projets du chef de l'État. Donc, je ne vais pas voler la vedette au chef de l'État. Donc, c'était lui. OK? Mais en tant que véhicule, vous avez fait bien votre travail. J'ai très bien fait mon travail. Alors, ce sont des personnes que Félix Tshisekedi est en train de chercher. Bon, très bien. Aujourd'hui, les gens ne cessent de décrier. Dernièrement, même Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, à travers sa lettre, il a laissé entendre que le président n'a pas toujours des bonnes personnes autour de lui. Alors que Marcelin Bilomba est une bonne personne. Bon, écoutez, Madame Noëlla, quand j'ai quitté la présidence, j'ai fait ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Je suis allé à la Sonaïdroc. Mais la Sonaïdroc, c'est une société de portefeuille, n'est-ce pas? Ça appartient à l'État, qui est actionnaire à 100%. J'ai dénoncé des choses, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler de vive voix avec le chef de l'État. Jusqu'à ce jour. Je sais que j'aurai l'occasion. Jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais parlé avec le président? On parle... Mais d'autres choses. Mais d'autres choses. Ok. Et je persiste. Et de ce côté-là, personne ne peut me fermer la bouche. Mais pourquoi vous n'avez pas aussitôt quitté parler avec le président? C'est inconcevable. Je dis bien c'est inconcevable. Un pays comme le nôtre, n'est-ce pas? Un pays comme le nôtre, à l'instar des autres, restons en Afrique, l'Angola vit du pétrole. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Hein. Luanda se transforme. Je connais Luanda. Le Nigeria, c'est la plus forte économie, une des plus fortes économies du pays, vit du crude oil, donc des brutes, n'est-ce pas? Nous avons non seulement le pétrole, nous avons le gaz. OK? À côté de ça, nous avons nos mines traditionnelles. Les deux là aussi sont des mines. Que ce soit le pétrole et le gaz, c'est des mines. Nous avons, en dehors de ça, nous avons ici au Congo réuni toutes les richesses qui font du Qatar avec les gaz, ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons du gaz sur les lacs Kivu. Mais pourquoi on ne décolle pas? Pourquoi on ne décolle pas? Il faut réfléchir, à mon avis, exemple au Congo central, comme on dit, Congo, terrain. Il faudrait que nos richesses à nous, naturelles, soient sanctuarisées. C'est-à-dire quoi? Donner un caractère sacré. Pourquoi vous évoquez ce caractère sacré? Ça va amener à quelque chose d'autre. Je suis politique. Le caractère sacré veut dire que ça doit être matérialisé dans notre loi fondamentale. La plus grande erreur, c'est quoi? C'est laquelle? On laisse ces richesses être gérées par des lois organiques. Les lois organiques sont écrites par des gens qui les font à dessein pour le besoin de la cause. Au bénéfice des autres? Au bénéfice de ceux-là qui écrivent, par rapport au moment où ils écrivaient, ça devait bénéficier à X, Y, Z. Non. C'est-à-dire quoi? Vous voyez que ça devient intéressant. Oui, très intéressant même. Ça devient intéressant. Je répète, on devait sanctuariser nos richesses naturelles. Donc donner un caractère sacré, que ça soit libellé dans notre loi fondamentale. Pour que les lois organiques, quand elles seront écrites, tiendront compte du fait que
nos richesses doivent être gérées avec respect et vous allez en dehors et en deçà, on vous coupe la tête. Mais pourquoi l'UDPS ne l'a pas fait? Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de l'UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas un problème de l'UDPS. Toutes ces personnes qui agissent dans la vision du président de la République. Nous sommes arrivés au pouvoir, vous savez ce que c'est. Les 2 premières années, on nous tournait en bourrique avec FCC Cash, dont moi personnellement, j'étais contre. Et ça, je le disais au chef de l'État. Ah, vous n'avez jamais aimé cette coalition FCC Cash? Non, mais c'était des coalitions de façade. Ah, mais au moins l'union sacrée, vous êtes content? Vous aimez l'union sacrée? Je suis UDPS. Non. Vous aimez l'union sacrée? Je n'aimerais pas. Vous avez eu le courage de dire au président de la République que vous n'aimez pas FCC Cash, la coalition? L'union sacrée, c'est le chef de l'État. Mais moi, je suis UDPS. Non, dites-nous clairement. Non, moi je suis UDPS. Bon, vous êtes UDPS, vous aimez l'UDPS. Je suis UDPS. Mais vous n'êtes pas d'accord avec la version union sacrée. Je vais mouiller ma chemise pour l'UDPS. J'y ai passé des dizaines d'années. On parle de l'union sacrée là. Non, moi je parle de l'UDPS. Donc mon souci c'est l'UDPS, c'est pas l'union sacrée. Mais l'union sacrée, c'est le président de la République. L'union sacrée va finir en 2028. Mais l'UDPS continuera. C'est ça. J'ai ma logique. Si vous aimez le président de la République... Non, ne m'amenez pas à dire des choses pour que je sois, entre guillemets, aimé, accepté, tout ça. Non, moi je suis UDPS. Je préfère me battre dans l'UDPS. Ceux qui vont nous représenter dans l'union sacrée, tels que les programmes du chef de l'État, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes UDPS. Mais moi je suis UDPS. Je me bats pour que nous puissions survivre après 2028 en tant que UDPS. C'est ça le plus important. Et donc, les programmes dont je vous dis, sur nos richesses, si nous avons compris cela, nous n'avons rien à envier au Qatar. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la RDC doit faire? Bon, c'est un processus long. Long qui prendra 50 ans? Mais il faut... Non, 50 ans c'est trop. Mais il faut le faire. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Nous devrions certifier nos réserves, pas les vendre. Certifier nos réserves. Et comment le faire? Il y a des méthodes pour le faire, il y a des entreprises appropriées pour le faire, ça c'est pas un secret. Et les fonds pour le faire, je peux vous dire, Madame Noëlla, il y a des fonds en déshérence, il y a des fonds de pension, il y a des cumuls de capitaux qui ne cherchent qu'un ou orientés pour investir. Une fois qu'on a certifié nos réserves, n'est-ce pas? Nous pouvons lever des fonds. Et il faudra le faire auprès de qui? Mais c'est nous qui le ferons auprès des sociétés spécialisées dans la certification. Okay. Si on dit par exemple, nous sommes dans la chaîne Congo Web, est-ce que la chaîne Congo Web respecte les normes, par exemple ISO, hein? ISO 9000, 9001, vous devriez être certifié, on vient, on vous check les processus. Si vous répondez aux normes, voilà. Et nous, nos réserves, c'est en termes de quantité. Si on parle de huile, combien de barils peut-on avoir au Graben Albertine, bloc 1 et 2, à côté de l'Ouganda? Je sais qu'une autre partie, on représente beaucoup plus que la partie ougandaise. Le gaz, qu'est-ce que nous avons comme gaz, potentialité? Il y a des gaz ici dans le Congo central, traités avec Perenco, qui va dans la nature. C'est des gaz qu'on peut capter et produire de l'électricité. Alors, si nous certifions nos réserves, nous savons ce que ça vaut. On lève les fonds. Ne signons pas des contrats avec les petits Mindele qui viennent. Ils vous disent, je vais vous amener 10 milliards, mais en réalité, c'est le contrat que vous signez qui lui permet d'aller lever 10 milliards au taux de 2,5%. Et ils viennent vous dire que j'ai levé à 6%. Déjà, ils vous gagnent. Nous pouvons lever ça nous-mêmes. Nous pouvons lever ça nous-mêmes en tant qu'État. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le ministère des Hydrocarbures n'a pas aidé le pays? Non, c'est trop politique. Ah, c'est trop politique. C'est au-delà de ce ministère? C'est trop politique. C'est trop politique. Généralement, tout ce qui est pétrole, gaz, à ce que je sache, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo-Brazzaville, je ne vais pas loin,
c'est des secteurs qui sont gérés par le président de la République. Ok. Oui. Le DG de Sonangol est plus puissant que le Premier ministre. Parce qu'il traite avec le chef de l'État sur des choses sérieuses. Et là, je suis sérieux. J'ai travaillé dans le pétrole avec les Russes. J'ai géré un portefeuille assez important. J'étais jeune, 10 milliards, j'ai géré. Yukos, j'étais basé à Genève. On faisait l'exploitation du brut, on les raffinait à Odessa, en Ukraine. Et on vendait à des grandes sociétés multinationales. Donc la RDC peut bien le faire. La RDC peut le faire. La RDC peut le faire. Et si on comprend bien, c'est juste une question de volonté. On s'est trompé. Avec les codes miniers, on a ouvert nos mines. Non, mais le code minier... bon, on ne peut pas revenir. C'est une richesse que Kabila a donnée à la RDC. Pourquoi Kabila se félicite. Pourquoi est-ce qu'on devait ouvrir... Les proches de Kabila se félicitent. Madame Noëlla, pourquoi nous devrions ouvrir nos mines à des sociétés étrangères qui viennent pour que nous puissions gagner la fiscalité? Mais est-ce qu'on ne peut pas corriger ce code minier à ce jour? C'est difficile parce que les engagements sont pris. Et c'est souvent des engagements de longue durée. Donc la corde au cou de la RDC? C'est pourquoi je dis, ne répétons pas les mêmes erreurs pour des secteurs qui sont encore possibles de le faire, pas en autarcie, mais en collaboration sans vendre nos réserves. Nous pouvons le faire nous-mêmes. On créerait de la richesse, on créerait des emplois, on va générer une croissance économique à partir de... Et on va contribuer au développement du pays. On va contribuer au développement du pays. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. On se retrouve juste après. Maintenant, c'est bien clair. La tenue du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi au mois de décembre prochain est irréversible. En voici la preuve. Les deux commissions dont les membres ont été nommés par le président du parti, l'honorable Augustin Kabuye Tshilomba, ont tenu simultanément leur première réunion ce mardi 25 novembre dans les salles de l'hôtel Campo situé dans la commune de Barumbu. À la commission spéciale chargée de la rédaction des statuts révisés de l'UDPS Tshisekedi, son coordonnateur Joseph Kasonga Mukuta a dans ce mot émis des consignes pour le bon déroulement des travaux à dater de ces jours jusqu'à la présentation du rapport dans un bref délai en vue de permettre la tenue du congrès extraordinaire à la date fixée, soit du 10 au 14 décembre prochain. C'est aussi pour garantir la rigueur que le secrétaire rapporteur de la commission, Maître Donald Kabasele, a procédé à l'appel nominal de membres. Par ailleurs, c'est avec tact que Rémi Massamba Makiese a présidé la réunion de la commission technique préparatoire du congrès. Nous sommes une commission technique. Personnellement, je voudrais même ajouter scientifique et technique. Eu égard à ces débuts décisifs des préparatifs, il y a lieu de déduire que la mayonnaise prend. Le congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi aura bel et bien lieu du 10 au 14 décembre prochain, conformément aux orientations de la haute autorité politique des références du parti, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous organisons en fait une manifestation en fait de mémoire pour pouvoir enseigner à cette génération qui est actuelle, certains qui n'ont pas connu Mobutu, pour expliquer en fait qu'était Mobutu, quel était le pourquoi de la prise du pouvoir de 65. Il faut expliquer cela parce que beaucoup ici, et surtout la jeunesse, après Mobutu, ils ne comprennent rien. Mobutu est présenté chez la jeunesse d'aujourd'hui comme étant un démon, un tueur, et donc vraiment dans tous les mauvais côtés, on présente Mobutu. Oh non, Mobutu n'était pas là. Mobutu a sécurisé ces pays, il a donné ce qu'il faut à ces pays. Donc, ce qui est différent aujourd'hui, après le départ de Mobutu, si vous faites une comparaison avec ce qui était la prise de l'AFDEL, non, c'est une catastrophe. L'AFDEL est venu avec un message, il a sapé en tout mot
Tout le monde du Congo, il a mis ça sur Mobutu. Bon, nous on dit, un père à cette époque, on dit, bon, ok, on laisse le temps au temps. Laissons ces gens travailler. Et après, les Congolais ont compris que non, nous étions dupés. Et jusqu'à ce jour, ils ont mis des poches qui aujourd'hui fait que le Congo ne peut pas se développer. Une large comparaison, oui. Nous retrouvons que non, que le défaut, l'AFDEL qui est venu, soi-disant, il veut venir réparer tous les erreurs, tous les fautes, tous les mauvais de Mobutu, mais au moins il a enfoncé encore le Congo. Regarde, l'AFDEL a laissé le mal qui est en train de poursuivre son chemin. Aujourd'hui, le Congo, si vous comparez le Congo de Mobutu au Zaïre de Mobutu à l'époque, nous avons enfoncé les clous. Aujourd'hui, nous avons organisé quand même des messes de mémoire à l'honneur de ce jour de la prise du pouvoir. Alors, Marcelin Bilomba, vous êtes actuellement dans la capitale de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de l'image actuelle de Kinshasa? Kinlabel. Est-ce que c'est Kinlabel? De nom. De nom. Ouais. Kinshasa est entre les mains de quelqu'un de l'UDPS. Bon, est-ce que le fait que Kinshasa est entre les mains de quelqu'un de l'UDPS veut dire que c'est l'UDPS qui a géré? Mais c'est qui alors? Non, c'est la personne qui gère. Au nom de qui? Au nom du parti? Bon, je m'abstiens. Je m'abstiens. Je n'aime pas. Parce que pour avoir été victime, moi-même, de faux bruits, je ne peux pas, je dirais, critiquer si je n'ai pas tous les éléments. Est-ce réellement, a-t-on mis les moyens au gouverneur de la ville pour faire le travail? Je ne peux pas le confirmer, je ne sais pas. Si on n'a pas mis les moyens et qu'on voit les poubelles joncées dans toutes les grandes avenues de la République, et plutôt de la ville, ça fait mal. Réellement, a-t-il disposé des moyens conséquents? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais vous êtes secrétaire national, je rappelle. Mais ça ne veut rien dire. Je suis secrétaire national. Mais vous avez le temps de parler quand même. Je ne gère pas la ville. Non, mais ce sont des questions que vous pouvez évoquer parce que quand on voit quelqu'un de l'UDPS à la tête de la province, on identifie directement son parti qui a été dur avec les autres régimes. Bon. Vous l'aviez dit tantôt, l'UDPS n'épargne personne. Ben, c'est pourquoi vous suivez dans les réseaux sociaux, on les critique alors par les gens de l'UDPS. Ça ne vous interpelle pas? Non, moi ça m'intéresse. En tant que secrétaire national? Ça m'intéresserait plutôt d'avoir un peu plus d'informations, mais ça tombe peut-être au moment où nous sommes en pleine préparation du congrès. Généralement, je sais que je travaille beaucoup avec le secrétaire général adjoint Deobi Zibou, et lui, quand il y a des cas comme ça, il fait venir, il appelle, on discute, on obtient les informations. Mais je peux vous dire, dans les cas de la ville de Kinshasa, personnellement, je n'ai pas de preuves, je n'aimerais pas m'avancer, surtout en termes de moyens. A-t-on mis les moyens au gouverneur Daniel Bumba de faire le travail? Je ne le confirme pas, je ne sais pas. Alors, 60e anniversaire de la prise du pouvoir de Mobutu. Alors, Marcelin Bilomba, vous avez vécu du temps de Mobutu. Qu'est-ce que vous retenez de celui qui a été président de ce pays? Oui, Mobutu, ce fut un grand homme. Dictateur, oui, certes. Il travaillait pour l'unité de la RD Congo, du Zaïre à l'époque. Et à son époque, effectivement, il conservait le pouvoir entre ses mains et il faisait tout pour se maintenir au pouvoir. Il se souciait très peu, en tout cas, du développement du pays. Alors qu'il avait tous les moyens à l'époque. Avec Inga, il aurait pu développer Inga dans toutes ses phases afin qu'on produise suffisamment de l'énergie. On ne peut pas développer un pays quand on n'a pas de l'énergie. Malheureusement, Mobutu à l'époque était écouté, il avait le soutien des Américains
il n'a pas fait cela. Il s'est contenté qu'à se maintenir au pouvoir. Je pense qu'il passait son temps à n'écouter que ceux-là qui lui disaient qu'il fallait se maintenir au pouvoir, alors qu'il pouvait s'ouvrir à l'opposition. Nous étions dans l'opposition en ce moment-là. Déjà? Oui. Ok. L'IDPS n'est pas né aujourd'hui. Déjà, si je ne me trompe pas, 1965, c'est... Non, Oui. 65, ce n'est pas l'IDPS. Non, L'IDPS est venu 65, après. quand Mobutu a pris le pouvoir. Bon, Mobutu a pris le pouvoir en 65, j'étais encore très jeune. Déjà dans l'opposition? Non, j'étais très jeune. J'ai dit l'opposition, c'est quand l'UDPS était né. Est né. Okay. Mais avant l'UDPS, cette période, Mobutu aurait pu en tout cas poser les jalons pour développer par exemple les grands Inga, donner de l'énergie, terminer les grands projets de l'électrification de Chute Katende. Le projet Chute Katende a commencé avec Mobutu. Okay. Avec Mobutu. Mais il n'a pas pu le terminer. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à en parler. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à en parler. Donc Mobutu aurait pu, à mon avis, s'il s'ouvrait un peu plus pour développer le pays, sincèrement, il n'aurait pas eu à quitter ce pays de la manière qu'il a quitté en 97. Il a quitté en 97 parce que le peuple n'en pouvait plus et on a plutôt ouvert le chemin à Est-ce que vous avez aussi dansé pendant ce temps? Non. Mobutu, la dictature, il fallait danser. Il fallait vénérer la personne de Mobutu. Bon, disons, on était jeunes. On faisait peut-être des choses sans le savoir. On était jeunes à l'école primaire. On applaudissait, on allait, je ne sais pas les termes qu'on disait encore, on s'est retrouvés le samedi après l'école, répéter les chants révolutionnaires. On était tous habillés en vert et les drapeaux flambeaux pour crier Mobutu. Quand il revenait de la Chine, par exemple, je me souviens, j'étais vraiment gamin, on devait se ranger le long du boulevard Lumumba et tout pour accueillir Mobutu. Bon, on le faisait sans savoir ce qu'on faisait. Hein. Vous le regrettez? On était, non, je ne regrette pas. Départ? Non, je ne regrette pas. Alors, on a eu Mobutu qui est parti, Kabila le père, Kabila fils. Quelle est la différence que vous établissez de la gestion de ces trois chefs d'État? Kabila père n'a pas duré. Il a fait juste un petit tantinet de temps. Et je pense qu'avec Kabila le père, s'il voulait réellement travailler pour le pays, il aurait pu et puis peut-être faire la différence par rapport à Mobutu. Malheureusement, il n'a pas eu le temps parce que Kabila le père était infiltré par celui qui est considéré aujourd'hui comme son fils. Et c'est lui qui est à la base. Ouais, bon, oui. Vous savez. Dites, c'est son fils. Admettons. Hippolyte Kanambe. Et donc, infiltré. Et l'histoire nous renseigne aujourd'hui avec des recoupements qu'il était vraiment là pour les intérêts du Rwanda. Et ça se confirme aujourd'hui. Et Kabila fils? Justement, Kabila fils est venu renforcer l'emprise du Rwanda dans la partie orientale du pays. C'est comme ça que nous sommes infiltrés dans la politique. Parmi nous, les civils là, il y a des infiltrés rwandais dedans. Dans l'armée, les services de renseignement, la police, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, nous vivons la désolation dans la partie orientale. Et pour moi, je sais que c'est une lutte de longue haleine. De ma petite expérience, le chef de l'État est le seul à avoir doigté le problème et on en parle. Avoir permis aujourd'hui à tout le monde de parler de Kagame comme agresseur. Comme agresseur. De la RDC. On l'a affaibli, mais ça ne suffit pas. Je suis en train de réfléchir avec un ami burundais que je connais depuis 35 ans, avec qui nous collaborons depuis la Suisse, sur un modèle qui peut nous aider à sortir de cette crise, que moi j'appelle Forum international de Tanganyika. Okay. Nous avons un bien commun qui nous relie, nous, la RD Congo,
la Tanzanie, au-dessus de la Tanzanie, le Burundi, et en dessous de la Tanzanie, on a la Zambie. Vous avez deviné, c'est le lac Tanganyika. Ça peut nous regrouper. Tous ces pays que je viens de citer, nous sommes membres de la CIRGL, Conférence internationale des pays des Grands Lacs. Au sein de la CIRGL, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, ils font un sous-groupe pour bloquer la RD Congo. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, avec le Forum international de Tanganyika, que nous fassions aussi un sous-groupe au sein de CIRGL contre ces pays pour les contrecarrer dans leur démarche. Nos minerais qui sortent de chez nous ne sont pas estampillés depuis les mines où on a extrait ces minerais. Ils sont estampillés au Rwanda. C'est que la CIRGL devait dénoncer, mais il ne les dénonce pas. Mais actuellement, c'est le président de la République qui a pris la présidence. Non, c'est pourquoi j'ai dit, je crois également aux solutions sud-sud. Nous-mêmes, pays de CIRGL, tel que je viens de citer, mettons en place ce forum, nous pouvons travailler et réfléchir pour que, petit à petit, nous puissions révolutionner les choses et rendre viable la partie orientale du pays au profit de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on donne nos minéraux, non, nous travaillons pour le développement, pour que ça profite à tout le monde, pour qu'on respecte les lois du pays. Alors, Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Et nous avons un accord avec une dimension sécuritaire sur laquelle nous travaillons. Et nous avons un accord sur la dimension économique qui va se mettre en place quand on aura fini la dimension sécuritaire. Les intentions du Rwanda, les verbiages habituels sont connus. Nous nous en tenons à nos engagements que nous exécutons de bonne foi et nous avons chaque fois les médiateurs qui suivent la situation et qui savent qui est responsable de quoi sur terrain. De toute évidence, dans les jours qui viennent, il y aura une évolution et on verra bien ce que cela va donner. Nous aurons l'occasion de revenir dans les détails. Mais pour le reste, nous connaissons le Père dans la complémentarité avec le Fils. Je rappelle encore pour que cela soit bien fixé dans la mémoire collective. Nous tous, nous savons que le M23 est une création du Rwanda. Nous tous, nous savons aussi que le Rwanda a toujours nié la création du M23. Chers jeunes, chers choristes, soyez de véritables témoins du Christ. Comme vous le savez, nous célébrons cette journée dans un contexte inquiétant de notre pays, la République démocratique du Congo. La guerre à l'Est, les conflits armés persistants, l'occupation de certaines provinces à l'Est de notre pays, de milliers de déplacés internes, la misère généralisée de notre population, mais aussi et surtout l'expansion ici aux portes de Kinshasa du phénomène Mobondo qui pénètre déjà dans la ville. Il suffit tout simplement d'aller au-delà de la rivière Mai-Ndombe pour palper les conséquences de la présence de Mobondo. C'est dans le tourbillon de cette crise profonde que le Christ roi vient nous proposer les chemins de l'espérance, de l'unité, de la réconciliation et de la paix. Devenez donc, chers jeunes, chers choristes, des témoins d'une telle espérance. Ainsi, en cette année sainte du jubilé de l'espérance, je joins ma voix à celle du pape Léon XIV qui invite le chrétien
à être des bâtisseurs d'espérance. Alors, Marcelin Bilomba, dites-nous aujourd'hui en RDC, quels sont les secteurs ou les domaines dans lesquels tout va bien, où il n'y a pas de problème, on sent que les travailleurs se sentent à l'aise? Dites-nous. Bon, c'est difficile de dire que quelque part ça va bien, qu'on ne peut pas, je dirais, réclamer. Non. Même là où ça va bien, oui, on doit toujours réclamer pour dire que chaque problème a un niveau. Oui, mais nous sommes un pays en reconstruction. Un pays en reconstruction, mais où on apprend de gauche à droite qu'il y a des détournements des millions. Bon, les détournements des millions, il faut plutôt que la justice fasse son travail. Généralement, les millionnaires qui volent, c'est nous qui les choisissons. C'est nous qui votons pour ces gens-là. Et quand on les arrête, une semaine, ils disent qu'ils sont malades. Et on les autorise à aller se soigner à l'étranger. Et il faut un aller sans retour. Et il faut aller sans retour. Et pourquoi on arrête les petits voleurs de téléphones pour 2-3 ans de prison? C'est la justice. Donc, vous voulez dire que la justice continue d'être malade? Comme l'avait dit le président, la justice est malade. Bon, vous savez, la justice, le président ne peut pas intervenir dans la justice. Il faut qu'il y ait une certaine indépendance. Parce qu'ici, il commence à intervenir dans les dossiers judiciaires, ce ne serait pas une sécurité. Mais on l'accuse de les faire. Bon. Certains opposants l'accusent de les faire, notamment traquer les politiques. Bon, qui sont dans l'opposition. Pour autant qu'ils aient des éléments palpables pour confirmer ces genres d'affirmations, mais la justice est malade. Aujourd'hui, nous assistons ici à Kinshasa, je ne parle pas des provinces, à des montages grossiers pour voler les parcelles des gens, des fonds en écriture. Il y a des trafics des immeubles ici. C'est la justice qui ne fait pas son travail. Et ça, sincèrement, il appartient à la justice, en partant de la présidence de magistrats, comme on appelle... magistrat supérieur. Le président de la Cour constitutionnelle, il est président de tous les magistrats de la RD Congo. Ben, à partir de là, ils doivent donner des directives, redescendre dans les différentes juridictions, cassation et il nous donne l'impression de toujours donner des directives. Il faut sincèrement les mettre dans de bonnes conditions de travail, de sorte que ça ne soit pas une excuse si on trouve quelqu'un dans une situation d'irrégularité dans la manière de traiter les dossiers, qui puisse être, je dirais, châtié, pourquoi pas radié de la magistrature. Pensez que cette stratégie va résoudre le problème? Le président Kabila Lopé, il avait radié un certain nombre de magistrats. Par moment, ici au Congo, il faut utiliser le fouet. Ah, vous donnez raison à Kabila Lopé. Il faut utiliser le fouet pour mettre de l'ordre. Est-ce que vous appelez Félix Tshisekedi à ajouter une dose de dictature à sa casquette d'un homme dans un pays où règne la démocratie? Écoutez, Madame Noëlla, vous me demandez quel est le secteur où ça marche. Je vous dis qu'il y a des problèmes partout. Ben, non, moi, ou vous ne voulez pas seulement dire clairement que ça ne marche pas, ça ne va pas. Moi, si je suis président de la République, n'est-ce pas, par rapport à la magistrature, je mettrai beaucoup de gens hors circuit. Ah bon? Oui. Les radier. Il y a des magistrats véreux qui vous signent des choses que vous ne pouvez pas. Ça donne de la nausée. Alors quand vous commencez à châtier, à punir sévèrement... C'est un signal fort que vous envoyez aux autres. L'ordre va revenir. Alors, cette information, c'est la fait exactement 5 mois depuis que le juge consulaire des tribunaux des commerces de la République démocratique du Congo ont déclenché une grève sèche pour non-paiement de leurs primes mensuelles. Imaginez-vous,
5 mois en République démocratique du Congo, où les juges consulaires des tribunaux de commerce sont en grève. Oui, je connais ce dossier. Ah, vous le connaissez? Je connais ce dossier. Le juriste, encore une fois, quand ils avaient élaboré la loi par rapport au traitement des juges consulaires, les juges consulaires, c'est qui? Les juges consulaires, ce n'est pas des juges comme tous les autres. Ils sont mandatés par leur corporation. Mais il fallait le préciser clairement que les juges consulaires, c'est comme des consultants. Quand ils viennent consulter, ils seront rémunérés de quelle manière? Ah, ce n'est pas défini dans la loi? Ce n'était pas défini. Alors, est-ce qu'on suppose que c'est leur corporation qui envoie, chacun à sa manière? Les juges consulaires, il faut le prendre comme des prud'hommes. Prud'homme, c'est-à-dire que je peux ou ne pas être juriste, n'est-ce pas? Je viens délibérer un cas parce que j'ai une expertise dans les domaines X ou Y. X ou Y. Et je donne mon avis, n'est-ce pas? Mais le fait que ces gens-là prestent, il fallait préciser que soit ils seront mécanisés et pris en charge par l'État, par les trésors publics, ou dire que bon, voilà, il y aura une dotation qu'on donnera au Conseil supérieur de la magistrature pour payer les juges consulaires. Ça n'a pas été fait. Mais ce que je sais, et j'ai été reçu par l'actuel ministre de la Justice, Ngefa, il y a de cela un mois. Et ça m'étonne jusqu'à aujourd'hui que les cas ne soient pas traités. Encore une fois, c'est important en tout cas que les dossiers soient traités parce que c'est une honte pour nous, la République, que les tribunaux de commerce ne puissent pas rendre des arrêts parce que les juges consulaires ne siègent pas, donc ne peuvent pas signer. Non, c'est inacceptable. Inacceptable. Il faudrait que le ministre de la Justice puisse en tout cas saisir le chef de l'État au Conseil des ministres pour qu'une solution soit trouvée, en tout cas immédiatement. Nous sommes déjà vers la fin de l'année, qu'ils soient payés en tout cas par des primes provisoires pour qu'en 2026, qu'ils soient pris en compte d'une manière définitive parce qu'ils prestent, ils doivent être rémunérés en fonction de ce qu'ils apportent comme prestations. Alors vous l'aviez certainement suivi depuis un temps, le ministère de l'Intérieur, vous le savez bien sûr, est tenu entre les mains de quelqu'un qui vient de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, mais la population s'inquiète de la montée de l'insécurité dans la capitale de la RDC. Pas une semaine où il y a des maisons qui sont visitées à gauche, à droite. Même le Kuluna qu'on savait s'arrêter dans certaines communes, même la commune de la Gombe commence aussi à vivre ces spectacles désolants vers la gare centrale. Alors Marcelin Bilomba, UDPS déçoit le peuple qui avait placé autant de confiance en ce parti, considéré comme le sauveur de la RDC. Ça ne vient pas de moi, mais c'est ce que certains Congolais se disent. Oui, c'est désolant. C'est que nous vivons le phénomène Kuluna. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une excuse, mais on devait faire un effort pour éradiquer un peu, je dirais, le phénomène Kuluna, pas forcément par le fouet, mais c'est des jeunes gens, très souvent, ils n'ont pas suivi le cursus scolaire normal. Il faut peut-être les récupérer, comme on fait avec les programmes de la société de service national, mais multiplier ce genre de programmes pour donner, je dirais, des formations à des jeunes au sortir de formation avec un ticket, un chèque qui permet à chacun, je dirais, de se prendre en charge. Je deviens menuisier, je peux, je dirais, travailler en mon compte. Mais alors, avec l'UDPS, ça va parce que le service national est là, mais du temps de Kabila, il n'y avait pas de service national. Mais les Congolais vivant à Kinshasa estiment qu'ils vivaient quand même dans la quiétude. Non, le service national... Parce qu'aujourd'hui, des visites, les maisons sont visitées presque
chaque semaine. Les services nationaux existaient de l'époque des Kabila. Oui, mais ils n'étaient pas... On ne donnait pas les moyens. Je me souviens, dans une autre vie, j'étais conseiller principal du chef de l'État. J'ai recevé le général Kabouik, en tout cas, et c'est moi qui décidais de quoi payer. Quand il y avait changement de gouvernement, tous les paiements de la République, c'est moi qui validais. Mais le service n'était pas opérationnel. J'avais validé beaucoup de paiements du service national et je suis fier aujourd'hui de voir les résultats. Et je connais personnellement le général Kabouik. Et donc, il faut multiplier cela pour que le service national puisse non seulement avoir des sites comme ils l'ont aujourd'hui, mais multiplier des sites afin qu'on puisse récupérer, je dirais, les jeunes qui n'ont pas suivi les cursus scolaires normal, afin qu'ils puissent s'accommoder avec des métiers, parce que dans la vie, tout le monde n'est pas appelé à faire des grandes études. Il faut des métiers, il faut développer les métiers. Vous faites semblant de ne pas reconnaître que l'actuel ministre de l'Intérieur ne fait pas correctement son travail? Non, c'est-à-dire qu'en dehors de ce que je viens de dire, ce serait la bonne réponse pour, je dirais, endiguer les Koulouna, mais à côté de ça, il faut aussi chicoter. Chicoter, c'est-à-dire prendre les récalcitrants, les majeurs, les récidivistes, les prendre, les enfermer, qui puissent être rééduqués en prison. Jacquemaine Chabani de l'UDPS, Peter Kazadi qui était là de l'UDPS, Daniel Asselo qui était là de l'UDPS aussi. À chaque période de chaque personne, la montée de l'insécurité est signalée par les Quinois. Bon, Madame Noëlla, on ne s'amise pas avec des statistiques des cas de décès et de morts. Il faut un peu d'humilité. Un mort, c'est un mort de plus. On nous donne l'impression que les morts n'interpellent plus les autorités. Ça doit interpeller. Ça doit interpeller. Il faudrait que le VPM Jacquemaine Chabani puisse en tout cas, pour son nom propre, sauver d'abord son honneur en tant que VPM, que lors de son mandat, il a fait quelque chose, il a intérêt, et ça je pense qu'il va suivre le message que je lui adresse. C'est quelqu'un avec qui je parle bien, je ne manquerai pas, parce que ça me touche ce que vous me dites là, ça me touche, je lui parlerai, qui n'a qu'à faire le nécessaire, demander les moyens qu'il faut de l'État, multiplier la présence de la police dans tous les coins, recoins du pays, parce que ce n'est pas que Kinshasa, pour lutter contre le phénomène Koulouna. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Moi, je lui parlerai. Voilà. Alors, avant de prendre ce dernier dossier, combien de fois le parti a déjà réuni ses différents mandataires pour échanger sur l'évolution de la gestion de chacun d'entre eux dans son secteur? Là, je dois vous dire vrai. Ça n'a pas été fait d'une manière professionnelle. Et c'est ce qu'on devait changer avec les nouveaux leaders visionnaires au sortir du Congrès. Est-ce que ça a été fait? Ça doit être fait. Ça n'a pas été fait dans le passé. Alors qu'on devait le faire pour dénicher justement les incohérences, les imperfections, afin de sonner la sonnette d'alarme. Le parti politique de l'UDPS doit être considéré comme les bras séculiers du chef de l'État pour l'accompagner avec son cabinet qui est officiel afin de monitorer le travail du gouvernement dans chaque secteur. Le président n'est pas un magicien pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tel secteur et tout. Le pays est tellement vaste. C'est le travail qui devait être fait par son parti politique. Malheureusement, je n'ai pas honte de le dire, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas une honte. Ça n'a pas été fait. C'est le moment justement de revoir la copie, revoir la direction du parti avec un nouveau leader visionnaire, professionnel,
capable de juguler des crises, capable de donner un bon message, capable de comprendre les problèmes des travailleurs congolais, capable de comprendre ce que veulent les syndicats congolais, capable de pouvoir se positionner dans cette sphère politique et ne pas être noyauté par ce que vous appelez quoi, union sacrée. Le parti politique doit vivre par ses propres couleurs. C'est ce que nous attendons du prochain leader. Si Étienne Tshisekedi revenait aujourd'hui, sera-t-il fier de la gestion de son parti? On a fait ce qu'on a fait. On ne peut pas changer le passé. Nous pouvons réfléchir comment remodeler le futur. Non, répondez à ma question. Sera-t-il fier de son parti à la tête de la RDC? Ça n'a jamais été parfait. Il aurait peut-être dit, vous avez excellé dans ceci ou dans cela, mais vous n'avez pas atteint les niveaux que j'aurais espéré que vous pouvez atteindre pour que le peuple d'abord ne soit pas un slogan, que ce soit réellement une vision pour le développement au bien-être de la population. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Si M. Félix Tshisekedi ne veut pas de dialogue, s'il continue à résister, s'il continue à faire passer le temps, s'il continue à nous envoyer à la couillonville, à un moment donné, ce n'est pas le dialogue qu'on va demander, ça ne sera plus le dialogue, mais nous allons exiger les élections. Il y a liberté. Oui. Et s'il n'y a pas d'élection, en ce moment-là, nous allons exiger sa démission. Il y a liberté. En parallèle du processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans des zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et les M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus, comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle dans la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. Alors, comment est-ce que vous interprétez le refus du Rwanda d'honorer ses engagements? Vous voyez, aujourd'hui on parle de la situation sécuritaire dans tous les salons. On demande au Rwanda de se conformer aux différentes décisions, mais le Rwanda s'entête. Bon, Madame Noëlla, un pays qui veut faire la guerre à un autre, à son voisin, il le fait parce qu'il s'est dit, si je fais la guerre, on entre dans une situation confuse, je ne lui paierai pas la dette que je lui dois. N'est-ce pas?
ou je romps les relations diplomatiques, comme ça je ne paierai pas la dette que je lui dois. Ce que fait le Rwanda, c'est la diversion. Le Rwanda vit aux dépens de la RDC et de la communauté internationale. De la communauté internationale parce que le budget du Rwanda est supporté à plus de 50% par des subsides qu'il doit recevoir des organisations internationales et autres, et des pays autres. Et le Rwanda vit du trafic des minéraux qui sortent de nos mines avec la complicité de ceux qui se disent congolais, mais en réalité, ils ne sont pas congolais. Et c'est comme ça que je disais, on est infiltré dans la politique. Souvenez-vous, Mbosso, il disait Botika, groupe armé. C'est pas pour rien qu'il le disait. Les figures là que vous connaissez, il y en a qui sont des Rwandais. Des figures que nous connaissons. Oui, ouais, je ne vais pas les répéter. Moi, je n'aime pas faire la publicité pour les anti-valeurs. Il y a des Rwandais. Alors, c'est normal, on est tellement minés. Ça marchait. Aujourd'hui, nous commençons à couper les liens. Ça fait mal au Rwanda. La réaction serait quoi? C'est de refuser toute entente en tant que des personnes civilisées. Il a refusé d'aller à un rendez-vous à Luanda, n'est-ce pas? Ça ne m'étonnerait pas qu'il refuse d'autres rendez-vous, sauf si on les contraint. Si... Mais il y a eu autant d'appels, le Rwanda n'a pas respecté. Pensez-vous que Doha et Washington seront une solution pour la paix dans l'Est? Il ne faut pas se fatiguer. Se focaliser sur le plan diplomatique, c'est une très bonne chose pour montrer sur la place publique que nous voulons de bonnes relations avec le Rwanda. Le Rwanda va toujours demeurer notre voisin. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous avons des problèmes avec le régime de Paul Kagame. Ça, j'aimerais quand même que vous puissiez prendre ça en considération et bien comprendre. On n'a pas de problème avec les Rwandais. On aura de bonnes relations. Le problème, c'est Kagame. C'est Paul Kagame. Vous voyez. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse travailler sur le plan diplomatique plutôt que d'aller directement vers la guerre. La guerre serait une solution ultime parce que nous sommes aussi un pays avec une armée. Nous sommes capables d'entrer au Rwanda. On l'a fait dans le passé, en tout cas, et déloger Kagame. Mais il y aura des pertes en vie humaine. Alors, ces deux questions. D'un côté, nous avons certains opposants qui estiment que la guerre réjouit Félix Tshisekedi qui veut se maintenir au pouvoir. On a suivi même dernièrement Jean-Marc Kabunda qui l'a affirmé haut et fort. Que répondez-vous à ceux qui estiment que la guerre, la guerre profite à Félix Tshisekedi? Non, la guerre profite plutôt au Rwanda. Le président Félix Tshisekedi se bat justement pour mettre un terme à la guerre et dire que ça lui profite. Il veut se maintenir au pouvoir. Franchement, pour se maintenir au pouvoir, il faut faire la guerre. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas de corrélation entre les deux choses. Non, non, non. C'est plutôt la responsabilité de celui qui le dit, Jean-Marc Kabunda. Sincèrement, je trouve que c'est un peu léger de telles affirmations. On a vu Félix Tshisekedi, la semaine il était à Luanda, Sarpi. Aujourd'hui, il y a une opinion qui estime que Félix reste focus sur sa voie qu'il avait déclenchée depuis, celle de reviser la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais pour réviser la Constitution de la République démocratique du Congo, on n'a pas besoin d'aller au Rwanda, en Serbie. Ça concerne la RD Congo. Il veut avoir deux alliés, l'accompagner. Les alliés, ce sont les Congolais, le peuple souverain. En tout cas, ce n'est pas les Angolais ni donc c'est pas vrai?
se déplace dans tel pays pour telle raison, on peut tel le forum. dire, mais il y a aussi d'autres cartes qu'on ne dit pas. Les allées ne vont pas voter. Tout à l'heure, là, Madame Noëlla, je venais vous soulever un problème réel qui ne concerne pas le régime Tshisekedi. J'ai dit que nos richesses, on ne doit pas les dilapider. On doit les sanctuariser, nos richesses minières. Ça touche quoi? Ça touche la Constitution. Ah, donc vous... Non, je vous ai soulevé un problème. Moi, je suis un économiste, politicien. Je soulève un problème. Le pays a besoin de se développer. Nous avons toute la manne pour nous développer. On les gère mal. On devait les gérer autrement, autre façon de faire. Et je vous ai dit, voilà à quoi ça peut nous amener si nous voulons préserver cela. Est-ce que c'est la volonté de pouvoir changer la Constitution? Non, j'ai posé un problème. Aujourd'hui, les lois organiques qui gèrent ce secteur, ces lois sont faites par des individus, 3-4 personnes, ils se mettent, ils écrivent, et puis ça passe au Parlement, et puis on vote, on dit voilà la loi organique. Et ça engage 120 millions d'habitants. Non. Non. Donc je n'ai donné qu'un petit exemple. Il y en a autant. Il y en a autant. Je ne pense pas... Le problème aussi de la RDC aujourd'hui, on peut dire que la Constitution ne balise pas une voie pour le développement du pays, c'est ça? Non, on peut se développer sans toucher à la Constitution. Sans toucher à la Constitution. Okay. Mais s'il y a des choses indigestes qui nécessitent que la Constitution soit révisitée, les lois qui constituent la Constitution ne sont pas humiliables. Et donc, on ne peut pas dire que réfléchir à toucher à cela, ça soit considéré comme un crime de lèse-majesté. Je ne crois pas. Alors, 2025 tend déjà à sa fin, 2026, 2027, une année électorale. Aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment que la question de prochaines élections sera sur la table qu'après que la paix soit rétablie dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce aussi la position de Marcelin Bilumba? Oui, ça c'est mon frère Paul Chilumbu, le député, qui a dit cela. C'est une façon de réfléchir. C'est vrai que la partie orientale du pays est en insécurité. Et en Ituri, on tient bon encore avec le gouverneur militaire Luboya, qui du reste pour moi pouvait faire plus. Je n'aimerais pas trop parler. Et donc, on n'est pas encore en sécurité maximale de l'Ituri jusqu'au sud. Quand bien même ça va un peu dans le Haut-Katanga, mais en réalité, Madame Noëlla, dans les Hauts-Katanga, nous sommes infiltrés à un niveau tel que vous ne pouvez pas croire. Ah bon? Oui. Et donc, il faut ratisser, il faut nettoyer au Karcher, il faut dénicher les traîtres, il faut nettoyer les pro-rwandais si nous voulons avoir aussi de bonnes élections sereines. On peut les avoir en 2028, mais dans l'état actuel, on aura toujours nos frères bloqués et tout. C'est un problème de conscience collective. Si le peuple congolais décide que nous devrions d'abord en finir avec ces petits Rwandais, afin que nous puissions nous arranger à notre manière, personne ne peut nous interdire de le faire. Alors, on n'a pas besoin de Rwandais, ni d'Angolais, ni de quoi que ce soit. C'est le peuple congolais qui va accompagner le chef de l'État dans cette mutation. Alors, pour terminer, le cardinal Findolé Ambongo a rappelé le dimanche 23 que le pacte social restait une voie pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle est la position de Marcelin Bilumba face au dialogue demandé par les opposants et même le couple SCC-5? Le dialogue, oui. Je pense que le chef de l'État s'est beaucoup prononcé là-dessus. Et je rejoins son point de vue. Le dialogue, oui. Il faut définir les canevas.
Et avec qui? Nous n'allons pas dialoguer avec les pantins. On va dialoguer réellement avec ceux-là qui veulent apporter des vraies solutions aux vrais problèmes qui se posent, surtout sur le plan sécuritaire. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, il est difficile de parler de développement d'un pays. Et donc, dialogue, oui, mais avec des bons partenaires entre nous Congolais, pas avec les gens qui tuent. Au dialogue, Nanga ne peut pas venir au dialogue, je suis désolé. Et Kabila? Kabila ne peut pas venir au dialogue. Et les membres de Sauvons le Congo? Sauvons le Congo. Avec Kabila en tête. Non. Non. Kabila n'est pas congolais. Hippolyte Kanambe, comme je vous disais, il a noyauté le Kabila le père dès son arrivée ici à Kinshasa. Et tout ce qui se passe ici, depuis l'arrivée de AFDEL en 1997, c'est l'œuvre de Kabila. Et ça se voit aujourd'hui, un président qui part, il devient rebelle. Alors, l'Assemblée nationale a un nouveau président, Marcelin Bilomba, Aimé Boji à la tête, Caméré aujourd'hui, qui appartient au passé à la tête de l'Assemblée nationale. Bon, Les mots. Aimé Boji, c'est quelqu'un que je connais bien, on parle bien, on échange bien, je lui souhaite bon vent. Nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui puisse faire son travail, légiférer, prendre de bonnes lois et surtout gérer avec beaucoup de professionnalisme l'ensemble des députés qui composent l'Assemblée nationale. Et c'est complètement fini pour ce dimanche. Vous avez donc quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. Avant toute chose, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, même sans préparer. Donc ça veut dire que c'est des questions spontanées et des réponses aussi que j'estime que j'ai répondu à ces différentes questions. Et pour ceux qui me suivent, nos concitoyens, je vous salue. Et je sais que dans mes propos, ça pourrait avoir dérangé certains. C'est tout à fait normal. Nous tous, nous ne pouvons pas réfléchir de la même manière. C'est que je pourrais dire, nous sommes politiques, nous travaillons pour le bien de la nation. Et je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Ce n'est pas de mea culpa. Je lui dis que je suis là. Personne ne peut lever son petit doigt et me pointer que j'ai volé. Je suis fier de ce que j'ai eu à faire et je suis fier de ce que je fais actuellement au parti. Et avec ça, faites confiance à l'UDPS. On aura bientôt notre congrès du 10 au 14. On sortira avec de nouveaux textes, avec un nouveau leader visionnaire pour que l'UDPS, pour le temps qui nous reste au deuxième quinquennat du chef de l'État, nous aimerions donner une nouvelle image, impulser un changement et vous, peuple, vous déciderez pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, messieurs. Vous avez certainement aimé ce numéro. Merci de continuer à nous faire confiance et n'hésitez pas de nous écrire. Vos questions, vos propositions sont toujours les bienvenues. Alors, je rappelle que notre invité de ce jour, Marcelin Bilomba, est secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Alors, c'est bien l'heure. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci également à Nana Kim pour son maquillage et sa chevelure. Merci à vous tous. Continuez à nous faire confiance. Au revoir et à la prochaine.